Et on va parler à présent du dépistage de la mucoviscidose avec une nouvelle intervenante, le docteur Marie-Pierre Audrézé, qui va intervenir là encore avec un diaporama. Et on part sur 15 minutes d'intervention et 5 minutes de questions-réponses. Ça vous va? Je vais essayer, oui. Merci à vous. Bonjour, merci de m'avoir invité à présenter le dépistage néonatal de la mucoviscidose. Et je suis là surtout en tant que membre de la commission biologie du dépistage néonatal. Alors donc on en a parlé, ça a été le premier dépistage en France qui a associé un test biochimique et une analyse par biologie moléculaire. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Et je fais un petit coup d'œil dans le rétroviseur avec un premier dépistage qui a été proposé à Caen dans les années 80 sur un dépistage tout biochimique qui associait un dosage de la trypsine immunoréactive AJ5. Et c'était extrêmement simple. Inférieur au cutoff, c'était considéré négatif. Supérieur, c'était considéré suspect. Et donc, il y avait un rappel de l'enfant avec un dosage de la trypsine AJ21. Alors, il avait l'avantage d'être extrêmement simple, d'avoir une très très bonne VPP après le second test, mais avec un point négatif qui n'était pas négligeable, qui était le rappel à J21 de l'enfant et donc des parents, avec le stress que ça pouvait engendrer dans les familles. Et puis, il a pu être amélioré après 1989 et l'identification du gène CFTR et de la mutation majoritaire F508del, avec une étape qui a pu être rajoutée de biologie moléculaire sur le même buvard, donc sans rappel du patient. Donc c'est un dépistage qui restait extrêmement simple, avec une excellente VPP après la biologie moléculaire, sans le point négatif du rappel. Et puis nous, en Bretagne, il y a eu une très belle aventure humaine aussi qui a démarré en 1989 à l'initiative du professeur Ferrec, qui avait créé l'ABRM, l'Association bretonne d'études et de recherche sur la mucoviscidose, avec des collègues, un pédiatre, Gilles Roux, un généticien, Philippe Parent, un gynécologue, Jean-Jacques Chabot, et un parent, Bernard Laurent. Et le dépistage en Bretagne, il s'est mis en place sur des fonds associatifs de récolter lors de manifestations sportives avec deux laboratoires impliqués, Brest et Rennes, et avec une stratégie qui a évolué aussi, d'abord tir-tir, puis tir-ADN. Et tout ça pour dire que lorsque l'AFD-PHE, donc comme Frédéric Buet en a parlé, qui organisait les 4 dépistages qui étaient faits à l'époque, a commencé à réfléchir pour généraliser le dépistage de la mucoviscidose en France, ils se sont entourés, il y avait déjà des données existantes. Et donc le bureau s'est entouré de 2 commissions spécialisées, un groupe trypsine et une commission ADN, pour obtenir l'aval du conseil d'administration de la CNAMS, qui était le financeur, et du ministère de la Santé, pour mettre en place et rédiger un protocole, proposer un protocole et rédiger un cahier des charges pour mettre en place le dépistage néonatal systématique en France en 2002. Alors l'algorithme, c'était un peu le même que ce qui était déjà fait, avec un dosage de la trypsine immunoréactive et une analyse des mutations du gène CFTR dans un laboratoire de biologie moléculaire. Et donc cette fois-là, en cas de présence de 2 mutations, le diagnostic était posé et l'enfant était adressé à un centre de soins. Une mutation, il a bénéficié d'un test de la sueur pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Et puis, il y avait un petit filet de sécurité avec les enfants qui n'avaient pas de mutation, qui bénéficiaient quand même d'un dosage à J21. Alors l'algorithme, il avait été défini de façon optimale pour dépister, bien sûr, la majorité des enfants atteints sans faux négatifs, le moins possible de faux positifs, et un seuil de tir qui avait été déterminé au 99,5e percentile dans un objectif aussi de maîtrise des coûts, le seuil ne devant pas générer plus de 0,5% de biologie moléculaire, ce qui correspondait à l'époque où la France avait à peu près 800 000 naissances, à 4 000 nouveau-nés qui bénéficiaient de ce test. À noter que seule la partie encadrée fait vraiment partie du dépistage, en fait. Tout ce qui est test de la sueur et centre de soins ne fait pas partie du dépistage, c'est du diagnostic, et en particulier, ça ne fait pas partie du financement du dépistage. Donc le choix des variants, parce que le gène CFTR, c'est un gène qui a une extrêmement grande variabilité allélique, il y a plus de 2000 variants qui sont définis. Donc ça a été le travail de la commission ADN. Après le choix du kit retenu, il y avait un objectif de 80% de taux de couverture des mutations avec des spécificités régionales. Et là, tous les labos qui travaillaient sur le diagnostic de la mucoviscidose ont joué le jeu, ils ont mis leurs données en commun pour qu'on voit un petit peu quels étaient les taux de couverture des kits.
et pour aboutir à une proposition d'un kit qui comporterait 30 variants différents et qui, quelle que soit la région de France, parce qu'il y avait 2 régions qui n'aboutissaient pas aux 80% requis, pour avoir 80% de taux de détection des variants, quelle que soit la région de France. Donc la mise en place s'est faite le 1er janvier 2022 sur une organisation de laboratoires régionaux, donc organisés par l'Association française. La biologie moléculaire était faite dans 9 laboratoires et il y avait un suivi centralisé par la FDPHE avec une data manager qui était dédiée et un médecin référent de la pathologie qui était Anne Munk. Et puis ça a donné lieu à quelques publications dans les années sur l'implémentation, l'optimisation, les premiers résultats, etc. Et puis comme ça a déjà été dit, en 2018, parce que une association n'avait pas vocation finalement à organiser un dépistage de santé publique, il y a eu une réorganisation avec la création du comité national de pilotage des CNCDN et des commissions biologie et épidémiologie, dont les missions ont été déjà précédemment rappelées, donc je vais aller assez vite là-dessus. Donc l'organisation actuelle, c'est les 17 CRDN, 12 en métropole et 5 antennes, 5 dans les territoires ultramarins et 5 antennes également dans les régions dans lesquelles il y a beaucoup de naissances, et puis 8 laboratoires de biologie moléculaire du dépistage. Tous ces CRDN font remonter toutes les données brutes du dépistage de la mucoviscidose au CNCDN. Et puis après, il y a beaucoup d'échanges pour compléter les données manquantes avec des allers-retours avec le CNCDN, les 8 laboratoires de biologie moléculaire du dépistage, les CRCM, donc qui sont les centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose, qui ont été créés en 2002, qui ont les données du test de la sueur, les données cliniques des enfants. Également les laboratoires du réseau Gènes Muco-France qui vont intervenir en deuxième intention pour éventuellement compléter les données moléculaires lorsque les variants ne sont pas identifiés tout de suite, et puis vaincre la mucoviscidose. Tout ça dans le but d'obtenir des données consolidées pour le bilan annuel, dont l'objectif premier, bien sûr, c'est le suivi des performances du dépistage, avec le taux de détection du kit, le taux de détection des variants, l'incidence de la mucoviscidose en France et le délai de prise en charge. La particularité de la mucoviscidose, c'est qu'on a des recommandations européennes qui ont été écrites en 2014, qui ont été revues en 2018, sur la sensibilité. Il s'est préconisé d'avoir une sensibilité supérieure ou égale à 95%, une valeur prédictive positive supérieure ou égale à 30%, et un délai de prise en charge avant 35 jours, et un ratio mucoviscidose sur CF-SPID qui soit le plus possible en faveur de l'identification de patients atteints de mucoviscidose. Alors c'est quoi les CF-SPID ? Le dépistage néonatal de la mucoviscidose permet évidemment de repérer des enfants qui vont répondre aux critères stricts de la mucoviscidose, qui sont le test de la sueur supérieur ou égal à 60 et ou la présence de 2 variants associés à la mucoviscidose, 1 sur chaque allèle. C'est un critère strict de diagnostic. Mais ce dépistage permet aussi de repérer d'autres enfants qui ne vont pas répondre à ces critères stricts. Ça va être des enfants qui vont avoir des tests de la sueur qui vont être intermédiaires, entre 30 et 59, et au plus un variant associé à la mucoviscidose, ou des enfants qui vont avoir des tests de la sueur négatifs, inférieurs à 30, et 2 variants, dont un va être de signification indéterminée. Et ces enfants, l'acronyme qui a été retenu en Europe, c'est l'acronyme de CF-SPID pour Cystic Fibrosis Screen Positive Inconclusive Diagnosis. Les Américains parlent de CRMS, CFTR-Related Metabolic Syndrome. Alors, venons-en aux résultats. Donc, il y a eu, en raison de la réorganisation en 2018, il y a un petit gap dans la continuité des données consolidées que j'ai à vous présenter, mais disons que ça suit bien la même évolution. Donc, les données 2002-2017, elles ont été consolidées au niveau de la FDPHE, et après, j'ai des données 2020-2023, mais on voit qu'on est dans les mêmes données. Donc, le pourcentage de biologie moléculaire sur l'ensemble du dépistage, il est un petit peu supérieur à ce qui était attendu, puisque la cible, c'était 0,5%. On est à 0,57, avec il y a eu une dérive très très importante en 2022 qu'on n'a pas réussi à expliquer. Il y a eu 0,85% de biologie moléculaire, donc c'est un petit peu embêtant. Le taux de détection du kit, il est celui qui était attendu, 84,7% en moyenne sur la période. L'étude complémentaire,
elle confirme la très très grande variabilité allélique du gène CFTR. Il y a 375 autres variants différents qui ont été identifiés chez les enfants repérés, avec un résultat qui est extrêmement bon depuis le début. Il n'y a que 4 enfants qui restent avec un génotype incomplet, dont un pour un refus des parents de poursuivre l'étude. Et puis, le ratio CF sur CF-SPID, il évolue favorablement en faveur de l'identification de plus d'enfants qui ont un diagnostic vraiment de mucoviscidose. Pour les autres critères, les faux négatifs sur la période pour laquelle il y a eu des enquêtes, on n'est pas loin de la cible. Les valeurs prédictives positives, on est un petit peu inférieur, et le délai de prise en charge, il est globalement bon, entre 30 et 36 jours. Les incidences. L'incidence nationale de la mucoviscidose est de 1 sur 5227 sur la durée cumulée, ce qui donne un taux de porteur en population générale de 1 sur 37. Puis on voit qu'on a toujours, en Bretagne, on le savait déjà, ça a toujours été comme ça. On a une incidence qui est plus forte que dans les autres régions de France, et ça se maintient d'année en année. Alors, je fais un petit focus sur les faux négatifs, parce que c'est quelque chose qui préoccupe quand même beaucoup les acteurs du dépistage. Et donc sur la mucoviscidose, voilà la partie vraiment dépistage. Alors, la majorité des faux négatifs qu'on va observer, ça va être des enfants qui vont avoir une trypsine AJ3 qui va être inférieure au seuil. C'est 85% des faux négatifs qui sont rapportés. À noter que les enfants qui présentent un iléus méconial ont souvent des taux de tir normaux, mais on ne les considère pas comme des faux négatifs, parce que c'est un signe d'appel pour le diagnostic de la mucoviscidose. Ensuite, l'absence de variants. Alors, l'absence de variants, le taux de couverture du kit est de 84%. 71,9% des patients vont avoir 2 variants, 25,8% vont avoir 1, mais il va y avoir 2,3% des patients qui n'auront pas de variant. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce filet de sécurité, là, quand la trypsine AJ3 était ultra haute, on les rappelle quand même pour une trypsine AJ21, parce que les enfants atteints de mucoviscidose, ils ont une hypertrypsinémie qui est persistante un petit peu. Ce n'est pas transitoire comme les hypertrypsinémiques qui ne sont pas liées à la mucoviscidose. Et puis, la tire AJ21 inférieure au seuil, il y a très très peu. Les tests de la sueur inférieurs à 30, on sort du dépistage, on arrive en diagnostic, mais ça existe. Le test de la sueur, c'est le test biologique le plus sensible et le plus spécifique, avec une valeur prédictive positive supérieure à 95%. Il y a des recommandations internationales sur les seuils. Et on connaît certaines causes de faux négatifs. Ça va être une cause technique de dilution de l'échantillon, l'état nutritionnel de l'enfant, la peau sèche, certains médicaments. Et ce qui nous embête un petit peu plus, c'est qu'il y a certains variants dont on sait aussi qu'ils vont générer des tests de la sueur négatifs. Donc heureusement qu'on le sait, mais c'est pas une information qui est toujours connue. Mais donc il y en a quelques-uns aussi, assez peu finalement, sur le nombre de faux négatifs. Et puis malheureusement, il y a aussi quelques faux négatifs qui sont liés à des erreurs, des oublis, des échanges de buvards, etc. Donc comment on va les retrouver? Par définition, ils ne sont pas repérés. Donc il faut des enquêtes. Jusqu'à 2018, ça a été fait de façon systématique par Anne Munk au niveau de l'association française. C'est des choses qui vont être relancées maintenant avec une enquête rétrospective européenne qui est en train d'être lancée pour centraliser les données, avec des questionnaires qui vont être adressés à tous les CRCM de France et même tous les centres qui suivent les mucoviscidoses en Europe. Et donc, ça fera sûrement l'objet d'une publication européenne. Ça a commencé, là, cette année. On retourne vers les CRCM. Et puis, je vais vous présenter deux cas particuliers. En 2024, on a eu deux enfants qui sont nés à Nantes, qui ont un génotype homozygote F508del, mais qui avaient des trypsines normales, tous les deux, vraiment normales, 35, 36. Et qu'est-ce que sont ces enfants? Ça a surpris un petit peu. Et en fait, c'est des enfants dont les mamans non atteintes de mucoviscidose avaient bénéficié d'un traitement par modulateur pendant leur grossesse, le diagnostic de mucoviscidose ayant été fait en anténatal chez le fœtus sur un signe d'appel échographique, un intestin hyperéchogène. Et en effet, on va probablement en avoir encore plus, parce que depuis novembre 2023 en France, ce traitement de modulateur
qui est donc le traitement maintenant, je pense que vous en avez tous entendu parler, hein, qui est proposé aux enfants, enfin tous les patients atteints de mucoviscidose à partir de 2 ans. C'est un traitement qui peut être administré aux femmes enceintes durant la grossesse, suite au diagnostic de mucoviscidose chez le fœtus, sous réserve que le variant soit répondeur, puisqu'il y a des variants répondeurs et d'autres qui sont non répondeurs, et que l'ARCP nationale, qui est dirigée par Isabelle Sermet, donne son accord. Donc ça a fait l'objet d'un papier dans JCF, là, avec 13 cas, dont un retrait. Ça a permis, dans tous les cas, la résolution de l'iléus méconial, avec un bon développement fœtal, une bonne tolérance, et on voit que près de la moitié des enfants vont avoir une trypsine immunoréactive normale, donc vont passer au travers du dépistage. Ils sont insuffisants pancréatiques, le diagnostic ne fait absolument aucun doute, et leur test de la sueur se positive dans le premier mois en général. Donc le diagnostic est connu avant la naissance. On n'a pas fait de recommandation, et je pense qu'il faut qu'on le fasse au niveau de la commission biologie, parce qu'il n'y a pas de résultat de génotype au nom de l'enfant finalement, parce que le diagnostic ayant été fait avant, le génotype il est sur le compte rendu de la maman. Donc il faut à tout prix, surtout pour que ça remonte dans les bilans d'activité et qu'on sache et qu'on monitore un peu tous ces enfants. Une petite note d'optimisme quand même. Ça, c'est des données du registre national de la mucoviscidose en 2025, pour vous montrer la démographie de la mucoviscidose, comment elle a évolué depuis les années 90. Le nombre de patients recensés en 2023, c'est 7800. Et le pourcentage d'adultes, il est en train d'augmenter. 64% d'adultes, dont 18% qui ont plus de 40 ans. Il y a de plus en plus de grossesses, en particulier les jeunes femmes qui sont sous modulateur mènent beaucoup plus de grossesses. Le nombre de décès diminue avec un âge médian qui est en augmentation. Et puis, les transplantations pulmonaires sont aussi vraiment en diminution. Il y a des CRCM, ils n'ont plus personne sur liste d'attente. Donc, c'est vraiment une note d'optimisme. Je pense que vous étiez là il y a 2 ans quand Sophie Ramel vous avait présenté les résultats qu'elle avait. Et c'est vraiment... c'est bien. Et ça, c'est les données de la fonction respiratoire des patients. Et donc, c'est par tranche. Donc là, c'est en 2002, en 2012 et en 2022. Et là, en 2022, les patients qui ont moins de 20 ans, c'est les nouveau-nés qui ont été dépistés. Et on voit quand même que le déclin de leur fonction respiratoire, il est bien moindre que 10 ans auparavant. Voilà, donc ça, c'est aussi une note d'optimisme. Il porte quand même beaucoup mieux. Et puis, que va devenir le dépistage néonatal de la mucoviscidose en 2026 ? Eh bien, à partir du moment où la réglementation IVDR va s'appliquer, le kit qui est utilisé actuellement, qui est un kit qui marche bien, il est extrêmement robuste, mais il ne va pas être maintenu à compter de l'application de la réglementation IVDR. Donc, c'est probablement que pour 2028, mais il faut qu'on soit dans l'anticipation. Et donc, avec l'évolution des possibilités, des techniques, on s'est posé la question au niveau de la commission de biologie, est-ce que ce ne serait pas le moment d'évoluer vers un kit de séquençage nouvelle génération, enfin de faire le CFTR par séquençage nouvelle génération, en appliquant des filtres. Et donc là, on a mis en place un groupe de travail avec Aurore Cateau, qui est biologiste à Nantes, David Cheyan, qui fait partie de la commission de prospective, qui était présidente de notre commission de biologie jusqu'à l'année dernière, Caroline Rénal de Montpellier, et Isabelle Sermet, qui est la référente clinicienne mucoviscidose au sein de la commission de biologie. Et donc, on s'est fixé de faire ce travail-là qui a commencé. On a évalué avec Caroline les kits commerciaux ciblés, les kits commerciaux NGS, et puis on est en cours de rédaction d'un cahier des charges. Qu'on va discuter avec la filière et les LBMR pour soumettre à la commission biologie, et l'appel d'offres sera fait après par le CNCDN. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous souhaitez poser une question ? Il y a une autre question qui vous était peut-être destinée, professeur Huet, tout à l'heure, sur le chat. On ne l'avait pas vu spontanément. Sur, finalement, pourquoi est-ce que le dépistage n'est pas obligatoire ? Est-ce que c'est une question éthique ? Question posée par Loane Simon, qui nous suit en visio. Aujourd'hui, pour qu'un politicien détermine, parce que c'est la loi qui détermine, quelque chose d'obligatoire, il faut être particulièrement robuste. Et on a des contre-exemples. Par exemple, la vaccination est obligatoire, mais si on ne la fait pas, il n'y a pas de sanction. Donc, rendre quelque chose d'obligatoire sans que sur le terrain, ça soit effectif,
c'est pas fonctionnel. Donc on a fait le choix pour le dépistage de la formation et de l'information pour motiver au maximum les parents à dire oui. Si vous le rendez obligatoire, rien que le fait de le rendre obligatoire va déterminer des refus simplement par anti-système. Donc on préfère être pédagogue plutôt que d'être systématique. Merci pour cette parenthèse, professeur Huet. Et voilà, on a une question qui se manifeste, on vous apporte le micro. N'oubliez pas de vous présenter en 2 mots. Merci. Marie-Vincent de Nantes, une question sur la muco. Si on passe en NGS là, pour le dépistage, qu'est-ce que vous faites des VSI et des variants qui donnent des CFTRRD? On sait qu'il y en a beaucoup. Justement, en fait, si on passe sur le NGS, on a la possibilité de faire un filtre, d'appliquer un filtre. Et donc en première intention, ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas analyser tout le CFTR. On va cibler des variants responsables de muco uniquement. Après, ça permettra, si le test de la sueur est intermédiaire ou positif, ça permettra de lever un filtre pour identifier. Mais le but, évidemment, c'est de ne surtout pas identifier ni de VSI, ni de variants dont on sait qu'ils ne sont pas responsables de mucoviscidose, comme les variants responsables des infertilités et tout ça. Donc il y aura un filtre bioinformatique. Ça, c'est assez simple. Pas le R117H. Par exemple. Merci, docteur Audrézé. On a encore d'autres séquences avant la pause qui arrivent dans 20 minutes. Merci pour ce coup de projecteur sur la mucoviscidose. Et on vous applaudit également.